Medialp, 20 points de vente dans la région, de vente et location de matériel de confort médical, vous présente Check-up. Check-up vous est présenté par l'agence santé de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de Check-up. Comme tous les mois, on va parler santé et innovation sur Télé Grenoble. Pour m'épauler dans cette tâche, je suis accompagnée de Vincent Tomplard. Bonsoir Vincent. Bonsoir Marie-Caroline. Et vous êtes président de Medicalps, le cluster des entreprises de santé innovantes à Grenoble et en Isère. Et de celles qui se penchent avec bienveillance sur le berceau de notre progéniture, du bébé à l'ado, j'ai nommé Julie Ségala. Bonsoir Julie. Bonsoir Marie-Caroline. De quoi allez-vous nous parler dans quelques minutes ? Des séances bébé nageurs. Ah, ça fait envie, parfait. Et puis dans une quinzaine de minutes, c'est la grippe qui fera son apparition dans ce studio, ou plutôt le professeur Jean-Paul Stahl. Il est infectiologue au CHU Grenoble-Alpes. Et avec lui, on parlera de la campagne de vaccination et on verra pourquoi il faut se méfier de cette maladie. Mais pour l'heure, il va être question du DMP, le dossier médical partagé, anciennement personnalisé. Et véritable serpent de mer, il sort enfin des flots et trace sa route vers, pourquoi pas, l'e-médecine. Le dossier passe entre les mains des différents ministres de la Santé depuis une quinzaine d'années, mais cette fois, ça devrait être la bonne. Agnès Buzyn a annoncé la généralisation du dossier médical partagé à tous les Français début novembre. Objectif, 40 millions de dossiers ouverts dans les 5 ans. Le DMP, comment ça marche ? Les explications de Lina Badreddine. Un carnet de santé numérique qui centralise toutes les informations et les données médicales du patient. On parle ici du dossier médical partagé. Un outil qui permet de stocker par exemple les comptes rendus de laboratoire, d'hospitalisation ou encore les volets de synthèse du généraliste. Il peut être alimenté par le patient lui-même. Pour ouvrir un DMP, il faut se rendre dans les points d'accueil des caisses primaires, mais il est aussi possible de le faire en autonomie de chez soi ou encore chez le pharmacien. Nous avons conventionné avec notre partenaire qui est la Caisse d'allocation familiale pour proposer aux assurés des ateliers numériques et pour les accompagner dans l'usage de nos nouveaux services numériques, ce qui est très important. Après, si on n'est pas du tout Internet, moi j'ai une petite mamie qui a 97 ans et qui n'a pas du tout envie d'aller accéder à son DMP, elle peut quand même et toutefois ouvrir son DMP et laisser la gestion à son médecin traitant sans accéder sur Internet. L'ouverture d'un DMP nécessite obligatoirement le consentement du patient qui a des codes d'accès. C'est à lui de donner son accord la première fois pour chaque professionnel de santé. Il peut aussi refuser et bloquer un médecin. 3 catégories professionnelles de santé ne peuvent pas accéder au DMP. Il s'agit du médecin de conseil, du médecin expert pour les assurances et du médecin du travail. L'assurance maladie n'a pas non plus d'accès. Ces données de santé, elles sont stockées chez un hébergeur agréé en données de santé. C'est un véritable coffre-fort numérique aujourd'hui qui fait appel aux standards, les conditions les plus sécurisées du marché qui existent actuellement. Chaque personne a la possibilité d'aller sur son dossier médical partagé et on a un accès sur l'historisation des données par rapport aux accès. Donc chaque personne qui va se connecter sur le dossier médical partagé est tracée. Donc le client, l'assuré peut voir qui s'est connecté, à quelle heure, quand et comment. Lors de l'ouverture du DMP, on peut cocher une case qui autorise le monde des urgences, si nécessaire, à accéder aux données médicales sans le consentement de la personne. Le DMP ouvre aussi de nouvelles possibilités pour le futur, comme la e-carte vitale ou la e-prescription. On peut imaginer qu'à partir du DMP, il y ait tout un tas de logiciels ou d'applis satellites qui viendront se greffer, qui amélioreront la formation. Et ça permettra aussi de faire de la politique de prévention. De dire aux gens, attention, vous êtes porteur de telle maladie. Ah, on se rend compte que vous avez tel et tel traitement. Celui-là, on ne le prendrait pas avec la maladie que vous avez. Donc demain, on pourra faire du pilotage. Mais déjà, la première étape, encore une fois, c'est que chacun ouvre un DMP, que chaque médecin puisse avoir accès en temps réel aux informations dont il a besoin pour offrir des soins dans de bonnes conditions à ses patients. Et même si les autorités conseillent d'ouvrir un DMP, la personne qui n'en possède pas restera remboursée de la même manière.
L'assurance maladie comptabilisée fin novembre, 23 000 DMP déjà enregistrés en Isère. On va faire un petit sondage sur ce plateau. Vincent, avez-vous enregistré votre DMP? Je suis désolé Marie-Caroline, j'avoue, non. Julie? Non plus. Et moi non plus. Donc on va vous dire que ce chiffre de 23 000 étant être en constante progression, il y a une grosse marge de progression. Il vient de démarrer en même temps. C'est ça, novembre. voilà, il y a moins d'un mois. Vincent, est-ce que le DMP, ça peut ouvrir la voie, comme le disait Olivier Véran, à l'e-médecine, l'e-santé? Il est certain que, comme le disait Olivier Véran, ça va ouvrir la voie à de nouveaux services ensuite. Mais commençons, j'allais dire, par les objectifs premiers que sont la coordination et la continuité des soins. Je pense que ça faisait excessivement longtemps qu'on parlait du dossier médical personnalisé. 15 ans partagés, 15 ans au moins. Il y a eu beaucoup d'investissements dans le passé. Ils voient enfin le jour et je pense qu'effectivement, c'est une vraie innovation au service de chacun d'entre nous. Derrière, avec ces données, cet accès d'un dossier qui sera partagé entre l'ensemble des médecins, du patient, etc., effectivement, il y aura certainement des services qui naîtront et qui vont naître très rapidement, je n'en doute pas. Alors, quelles sont les innovations dans le domaine de la médecine préventive que l'on peut voir ? La médecine préventive est très large. Tout ce qui est lié, effectivement, à partir du moment où vous êtes porteur, comme par exemple l'évoquait Olivier Véran, d'une maladie, de savoir quels sont le type de traitement, quel type de contrôle vous devez avoir, de surveillance qu'il faut mettre en œuvre. Mais ça peut aller demain, en termes de médecine préventive et prédictive, jusqu'à, en fonction de votre ADN, de savoir qu'effectivement, vous avez peut-être un risque de survenance de telle ou telle maladie. Il y a beaucoup d'investissements aujourd'hui qui sont mis en œuvre dans ces domaines-là. On parle de plus en plus de la médecine 4P, la médecine qui est préventive, prédictive, personnalisée et participative. Et ce sont des enjeux qui sont extrêmement forts pour notre société et pour chacun d'entre nous. Merci Vincent. Eux aussi devront faire leur dossier médical partagé. Et contrairement à nous qui nous baladons encore parfois avec nos carnets de santé qui comportent les petits mots de nos parents sur notre taille, notre poids, ce qu'on a mangé, les bouts de chou ne connaîtront peut-être que ça, le DMP. On voit tout de suite le coin des mômes avec Julie Ségala. Il n'y a pas d'âge pour sauter dans le grand bain, surtout quand l'eau flirte avec les 32 degrés Celsius. Ce mois-ci, Julie, vous nous emmenez à une séance de bébé nageur, l'occasion pour les bouts de chou de renouer avec un environnement qu'ils connaissent bien, puisqu'ils y ont passé plus ou moins 9 mois. Et oui, des rires, des cris, des grands ploufs. Et bien voilà le programme des séances bébés nageurs. Alors quand on voit les vidéos des années 70 sur cette activité proposée aux tout petits, on se dit mon Dieu, jamais de la vie. Heureusement, la psychologie a beaucoup évolué. Rassurez-vous, chers parents, on ne jettera pas votre bébé d'amour comme un vulgaire sac à patates dans le grand bain. Au centre aquatique Aquatlantis à Saint-Martin-d'Air, on s'adapte au rythme et aux envies des bouts de chou. Dans une eau donc à 32 degrés, ils apprivoisent le milieu aquatique de manière ludique, sous l'œil attentif de leurs parents. Ils ont à peine quelques mois, mais sautent déjà dans le grand bain. Ici, pas de brassard ni de ceinture, c'est dans les bras de papa ou de maman que Zoé, Éléonore, Léo et les autres apprivoisent le milieu aquatique. Une eau à 32 degrés, des toboggans, des tapis et des jouets à foison, Anne, l'animatrice, a tout prévu pour le bien-être et l'amusement de ses bouts de chou. Les séances bébés nageurs durent au maximum 45 minutes. Accessibles dès l'âge de 4-6 mois, elles permettent aux tout-petits de s'épanouir dans l'eau et de prendre confiance en eux de manière ludique et à leur rythme. Le but, c'est que les enfants soient bien à l'aise dans l'eau, en fait, et qu'ils apprennent à aller sous l'eau, se déplacer, marcher sur des tapis, grimper, sauter, aller sous l'eau, et vraiment être bien familiarisés avec l'eau. Une fois qu'ils arrivent vers 3-4 ans, on a des enfants qui sont autonomes. Autonomes, ça veut dire qu'ils arrivent à sauter dans l'eau, remonter à la surface, respirer et revenir au bord ou aller chercher le parent. Après, ils ne vont pas encore faire 10 mètres sous l'eau et tout ça, mais ils arrivent déjà à bien se débrouiller. Entre éveil sensoriel, social et psychomoteur, les bienfaits des bébés nageurs sont reconnus par les professionnels de la petite enfance, mais aussi par les parents qui voient là l'occasion de créer un bon moment de complicité.
Ça me semblait naturel parce que dans le ventre, ils sont déjà dans l'eau. Donc c'est un milieu qu'ils connaissent bien, qui est rassurant pour eux. Donc du coup, dès tout petit, il a commencé à 4 mois. Et dès tout petit, je voulais qu'il fasse des séances de bébé nageur. Au niveau de la motricité, c'est complètement autre chose d'être dans l'eau. Et puis aussi parce qu'on voudrait qu'après, elle puisse apprendre rapidement à flotter pour pas avoir de risques en vacances ou des choses comme ça dans les piscines des grands-parents. On pense que c'est important d'apprendre à nager tôt. Et on a essayé, et Zoé a adopté cette philosophie. Cet été, du coup, elle a pu profiter de la mer toute seule grâce au bébé nageur. Des rires, des cris, des grands ploufs, les séances bébé nageurs, ces petits poissons en redemandent. Et une fois rassasiés d'un bon goûter, ils pourront rejoindre les bras de Morphée pour une sieste bien méritée. Alors si vous voulez vous jeter à l'eau, le centre propose des séances bébé nageurs tous les jours avec des créneaux spéciaux selon l'âge de vos enfants, les samedis et dimanches matin sur réservation. Il faut quand même compter 18 € en moyenne, mais des cartes d'abonnement sont aussi proposées. Attention, les enfants doivent être à jour de tous leurs vaccins. Et puis la petite nouveauté bien sympa pour les femmes enceintes, ce sont les cours d'aquagym prénatal, les lundis, mardis et vendredis après-midi pour se détendre, s'étirer, soulager les problèmes de dos ou de jambes lourdes. Toutes les infos sont sur le site internet aqua-tlantis.fr. Et eux ne sont pas encore assez forts pour se jeter à l'eau, mais ce sont déjà des battants. À l'occasion de la journée mondiale de la prématurité, le CHU de Grenoble-Alpes organisait récemment une journée de sensibilisation. Et oui, saviez-vous que la prématurité concernait 7% des naissances en France ? Et oui, c'est énorme et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. À Grenoble, par exemple, le service de néonatologie accueille plus de 650 bébés prématurés tous les ans. Il faut préciser d'ailleurs qu'il y a plusieurs degrés de prématurité. À l'hôpital Couple-Enfant, par exemple, les équipes prennent en charge des bébés dès 24 semaines. Soit un petit peu avant le 6e mois de grossesse, des bébés qui ne pèsent que quelques centaines de grammes, à peu près 500, et jusqu'à 32 semaines, soit le 8e mois. Donc c'est un moment très très dur pour les parents, surtout quand ils habitent loin. C'est pour eux du coup que l'hôpital Couple-Enfant souhaite créer prochainement la première unité familiale de néonatologie en France, pour permettre aux parents de rester avec leur bébé 24 heures sur 24, ce qui est impossible aujourd'hui. Et puis leur permettre aussi une vraie transition en douceur avant le retour à la maison. Alors l'idée, c'est de créer 6 chambres parents-enfants de 30 mètres carrés d'ici 2021. Et pour ça, forcément, ils ont besoin de vous, de nous. C'est une installation qui nécessite un investissement d'environ 700 000 €. Donc, n'hésitez pas à faire un don au fonds de dotation du CHU. C'est www.fond.shuga.fr. Merci beaucoup, Julie, pour toutes ces infos. On marque une petite pause et on se retrouve juste après. Check-up, ça continue. Si vous avez des courbatures, des frissons, une forte fièvre, ne bougez pas, on vous prépare une ordonnance. Winter is coming, et avec l'arrivée du froid, celle des nez bouchés ou des goulinants, c'est selon de la toux, des extrémités gelées et autres joyeusetés, pour finir le cas échéant par la tant redoutée grippe saisonnière. On en parle tout de suite avec le professeur Jean-Paul Stahl. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes spécialiste des maladies infectieuses et tropicales, mais ce n'est pas le cas de la grippe, au CHU Grenoble-Alpes. La campagne de vaccination a débuté en octobre. Qui définit la composition du vaccin qui se trouve actuellement sur le marché ? Oh, ce sont les autorités sanitaires, comme on dit, mondiales, c'est-à-dire en clair l'OMS, qui définit chaque année à partir de ce qui se passe dans l'hémisphère opposé. C'est-à-dire, dans l'hiver du Sud, on a la circulation de souches grippales qui, théoriquement, ce n'est pas toujours complètement vérifié, mais théoriquement vont infecter le Nord et vice-versa. Et donc, il y a une circulation hivernale du virus qui permet de prédire à peu près quelle va être la bonne composition du vaccin pour la saison à venir. Donc, c'est la même sur tout l'hémisphère nord. C'est le même vaccin pour C'est le même vaccin qui est effectivement proposé sur l'ensemble de l'hémisphère nord et qui va être, à partir de l'épidémie de l'hémisphère nord, qui va être légèrement modifié pour être proposé dans l'hémisphère sud. Et ainsi,
le cycle va se construire et se perpétuer. Est-ce que ce vaccin, c'est le même que l'an dernier? C'est quasiment jamais le même, pour une raison toute simple, c'est que le virus de la grippe est un virus qui se modifie extrêmement facilement. Et donc, au cours d'une épidémie, et parfois même chez le même malade, pendant qu'il est en train de l'infecter, il se modifie. Et donc, on est obligé d'être à la course derrière ces modifications perpétuelles pour proposer un vaccin adapté. C'est la raison du changement annuel du vaccin. Alors, ce changement, il est annuel parce qu'on a des contraintes industrielles et du temps de fabrication qui est incompressible. Mais si on était extrêmement fin, on pourrait être encore plus fréquent dans l'adaptation du vaccin au virus qui circule. Il se modifie parce que la grippe, comme d'autres virus, lutte et se transforme pour... Disons que c'est au fil des multiplications du virus, c'est-à-dire de la fabrication des enfants, de grippe, des enfants virus, que des erreurs, entre guillemets, se produisent, qui ne sont pas corrigées. Et ça, c'est assez spécifique à ce type de virus. C'est des erreurs qui ne sont pas corrigées, qui se perpétuent et qui fabriquent petit à petit un virus nouveau. Juste un chiffre pour vous donner une idée. En à peu près 6 mois, un virus ou une bactérie se multiplie son génome, ses chromosomes, le nombre de fois que l'humanité a multiplié ses chromosomes depuis son apparition sur Terre. Donc en 6 mois, un virus fait le chemin de l'humanité du tout début jusqu'à maintenant. On comprend qu'il y ait des modifications en cours de route. Alors, le vaccin 2018-2019, de quoi est-il composé? Alors, il y a quatre souches différentes. En gros, le vaccin, la grippe, le virus de la grippe se divise en 2 sous-types qui sont d'un côté le A et de l'autre côté le B. Beaucoup d'imagination pour donner ces qualificatifs. Et donc, vous avez plusieurs possibilités de souches A, qui sont assez multiples. Et puis, vous avez seulement 2 souches B, qui, elles, ont beaucoup moins d'aptitude à changer. Et donc, cette année, on a introduit une 2e souche B dans le vaccin, sur la constatation qu'elle avait été majoritaire, y compris en France, l'année dernière. Donc, ce n'était pas le cas l'année dernière? Il y avait combien de souches l'année dernière? Alors, l'année dernière, il n'y en avait que 3. Donc, ça veut dire que des personnes qui avaient été vaccinées ont pu, pour 3 souches, ont pu tomber malades avec par la quatrième. Effectivement, et c'est ce qui est arrivé. Est-ce qu'on sait quel est le taux de personnes vaccinées qui attrapent néanmoins la grippe de ce fait-là? Disons que on pourrait, mais je n'ai pas le chiffre ici, mais ce que l'on sait par contre parfaitement bien, c'est que le vaccin est malheureusement de moins en moins efficace au fur et à mesure qu'on avance en âge. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vacciner les personnes âgées, bien évidemment, mais on passe de grossièrement 80% d'efficacité, on descend lentement et sûrement au fil des années à 70-65% chez les personnes les plus âgées. C'est aussi un plaidoyer, paradoxalement, pour une vaccination large, puisque plus vous vaccinez d'individus dans la population, moins un virus a des facilités pour circuler, et plus vous protégez les gens qui ne sont pas protégés par un vaccin, soit parce qu'ils ne l'ont pas fait, soit parce qu'ils sont dans le trou de la vaccination qui n'est pas couvert. Parce qu'aujourd'hui, quelles sont les personnes pour qui le vaccin est conseillé, en tout cas selon les normes conseillé, c'est tout le monde. Donc là, il n'y a pas d'exception. Dans les morts attribuées à la grippe l'année dernière, il y a un nombre très significatif de personnes qui n'avaient pas de facteurs de risque particuliers. Donc on meurt encore de la grippe? On peut parfaitement mourir de la grippe en étant sain par ailleurs. C'est simplement une question de risque. Alors le nombre de morts, il est un petit peu compliqué à définir parce que c'est souvent multifactoriel. Mais je dirais que grossièrement une centaine de morts sans comorbidité, ce qu'on appelle, c'est-à-dire les maladies qui associent, c'est probablement un chiffre raisonnable. Et parmi ces personnes qui décèdent, des personnes pour qui le vaccin n'avait pas été préconisé? Alors, chez les personnes les plus jeunes, oui, c'est l'immense majorité. Et pour les autres personnes, c'est effectivement
le plus souvent des personnes non vaccinées, et puis malheureusement pour certains, des personnes qui ont été vaccinées, c'est la population la plus rare, mais qui ont été vaccinées et qui, malgré tout, n'ont pas été couverts par le vaccin. Alors justement, quelles sont les personnes? Alors conseillers, vous m'avez dit tout le monde, donc je ne sais pas trop comment je dois vous l'amener. En tout cas, voilà Alors il y a des personnes qui sont plus à risque de faire des complications, de faire une grippe grave et des complications de la grippe que d'autres. Mais c'est une question de risque. C'est-à-dire vous avez un risque, je dis n'importe quel chiffre, à l'âge de 15 ans, vous avez 5% de risque et à l'âge de 70, vous en avez 60%. Oui. Mais c'est une échelle de risque. On parle souvent des personnes de plus de 65 ans ou des femmes enceintes? Effectivement, c'est une façon commode de dire, de mettre la limite à 65 ans parce qu'au-delà de 65 ans, c'est là où il y a le plus fréquemment des personnes qui ont une insuffisance respiratoire, une insuffisance cardiaque, une insuffisance rénale, un diabète qui n'est pas très bien équilibré. Mais d'autres personnes sont dans ces situations de risque alors qu'ils ont 30 ans. Donc c'est plus une histoire de maladies sous-jacentes et qu'on a commodément, et de façon assez logique d'ailleurs, proposé avec une tranche d'âge. Mais il ne faut pas oublier tous ceux qui ont ces insuffisances et qui ne sont pas dans la tranche d'âge. Mais si on est en bonne santé, on doit se faire vacciner contre la grippe. Ça dépend ce que vous avez comme pathologie sous-jacente, c'est-à-dire si vous êtes obèse, par exemple, si vous avez un diabète, par exemple, si vous avez, pour quelque raison que ce soit, une immunité qui ne marche pas très bien. Là, vous êtes à risque et vous devez absolument être vacciné. Et d'ailleurs, ça fait partie des indications remboursées par la Sécurité sociale. Pour tous les autres, la recommandation, c'est de se vacciner. D'ailleurs, on ne voit pas pourquoi, alors que c'est juste une injection qui fait mal pendant une microseconde, face à la grippe qui vous rend vraiment malade pendant facilement une quinzaine de jours. Parce que tout le monde dit « Oh, ça dure 2-3 jours ». C'est pas vrai. C'est absolument pas vrai. Quand ça dure 2-3 jours, c'est pas la grippe. C'est un virus quelconque qui guérit vite et facilement. Mais c'est pas du tout ça. Quand faut-il faire le vaccin? Quand il est proposé. Quand vous recevez l'injection, il se passe environ 10 jours après cette injection, c'est une moyenne. Souvent, les anticorps commencent à grimper avant. Mais on dit que, là encore, pour la communauté de communication, au bout de 10 jours, vous avez suffisamment d'anticorps pour être protégé. Et alors après, la question traditionnelle, c'est est-ce qu'il est encore temps de faire le vaccin contre la grippe? Il est encore temps tant que vous n'avez pas fait la grippe. Parce que traditionnellement, la période en tout cas la campagne de vaccination, c'est d'octobre à janvier. Absolument. L'épidémie, L'épidémie commence en général en courant décembre. D'accord. Et on peut se faire vacciner même quand l'épidémie a commencé? Et bien entendu, tant que vous n'avez pas fait la grippe, ma foi, vous êtes susceptible d'être protégé contre la grippe. Combien d'injections pour être... Une seule. Une seule. Une seule pour les adultes. Est-ce qu'il y a des effets indésirables à part la petite piqûre ou voire des risques plus graves? Alors, il y a les effets les plus fréquents, en dehors de la douleur tout à fait transitoire, c'est un risque de développer 24 heures de fièvre à 38,5 dans la semaine qui suit la vaccination. Si vraiment c'est insupportable, vous pouvez prendre de l'aspirine ou quelque chose d'équivalent. Il n'y a pas de complications véritables. Pour le vaccin grippe, c'est à peu près tout ce que je vais retrouver comme complications significatives. Même sur un nourrisson, Même les nourrissons fragiles, ceux qui ont un problème génétique, ceux qui ont une mucoviscidose, ceux qui sont vaccinés. Et il n'y a pas de problème particulier. Est-ce que les professionnels de santé, selon vous, sont suffisamment vaccinés? Non. Non, les professionnels de santé ne sont pas assez vaccinés. Et je le dis très clairement, c'est profondément anormal. C'est profondément anormal que eux, qui sont plus à risque que les autres, puisqu'ils côtoient des malades, que eux ne souhaitent pas être protégés, à la limite, ça les regarde. Mais qu'ils prennent la responsabilité d'être des vecteurs de virus qui vont infecter des patients fragiles qui peuvent potentiellement en décéder, c'est franchement anormal. Et à quoi vous l'attribuez?
Alors je l'attribue à la défiance qui circule actuellement, agrémentée par les fake news diverses et variées qui circulent sur les réseaux sociaux, qui font que, ma foi, croyance, plus négligence, plus peur de la piqûre, plus ce que tout un chacun revendique comme excuse pour ne pas être vacciné. Ils sont... Malheureusement, les soignants ne sont globalement pas meilleurs que les autres dans ce domaine. Et je le regrette profondément. Il n'y a pas d'obligation. Pas pour l'instant. En tout cas, vous le préconisez, on l'a bien compris. Ça pourrait venir. Ça pourrait venir. Moi, je ne suis pas ministre, bien entendu. Mais, pas encore. Pas encore. Il va falloir en parler à quelques-uns avant. Ça a été évoqué, ça a été discuté dans les réunions où je vais régulièrement. On en parle. Ça ne veut pas dire qu'on est proche d'une décision, loin de là. Mais ce ne serait pas scandaleux. On a rendu obligatoire la vaccination contre l'hépatite B pour les professionnels de santé. Je ne vois pas pourquoi on ne rendrait pas obligatoire la vaccination contre la grippe. Quel est le taux de vaccination contre la grippe de la population française aujourd'hui ? On va dire... Alors, ça dépend de qui on parle. Si c'est l'ensemble de la population, comprenant tous ceux qui ne se sentent pas concernés et qui n'ont pas de problème de santé par ailleurs, c'est assez faible. Si on inclut tout ce monde-là, on est autour de 20-25%. Si on regarde la population pour laquelle il y a une recommandation vraiment forte et une gratuité du vaccin, ça dépend un petit peu des régions, ça dépend un peu de l'action qui est menée localement, mais on est entre 60 et 50%, ce qui est trop faible, trop faible. Et si on regarde les professionnels de santé, là encore, il faut faire une distinction entre certains personnels soignants, les médecins qui ne sont pas eux-mêmes des chirurgiens, donc là, il faut faire un démembrement qui serait plus fin et plus représentatif de la réalité. Mais si on prend globalement les professionnels de santé, quand c'est un 25%, on est content. Le vaccin n'est pas remboursé pour tout le monde, il n'est pas gratuit pour tout le monde. Il n'est pas gratuit pour tout le monde. Il est gratuit pour toutes les populations dites à risque, où ces gens-là, d'ailleurs, reçoivent même un bon, entre guillemets, de la sécurité sociale qui leur permet d'obtenir le vaccin gratuitement et la consultation gratuite auprès du médecin traitant ou l'injection par le pharmacien maintenant, puisque c'est une avancée, à mon avis, importante. Donc il est gratuit. Pour les autres, non, il est payant avec un coût qui est quand même pas astronomique. Actuellement, on tourne entre 10 et 11 euros, ce qui est quand même pas... Oui, finalement, par rapport au coût que peut engendrer, la consultation d'autres ordonnances, Bien entendu, ça n'a rien à voir. Donc, qui peut vacciner? C'était la question suivante. Alors, qui peut vacciner depuis bien sûr les médecins, évidemment. Les médecins traitants, le médecin de famille. Médecin traitant, médecin quel qu'il soit, il peut vacciner. L'avancée, c'est vraiment une avancée, ce sont les pharmaciens. Après une expérimentation qui a été très positive dans notre région, y compris dans notre région, c'est vraiment un plus parce que ça simplifie énormément le parcours du patient. Il va acheter et immédiatement il y a l'injection au lieu d'aller acheter, trouver un rendez-vous, etc., etc. C'est autant de délais qui étaient l'occasion d'abandonner la démarche. Les sages-femmes également peuvent vacciner. Les infirmières ? Les infirmières sur délégation, bien entendu. Dans mon service, c'est des infirmières qui vaccinent. Et bien sûr, les centres de vaccination ? Évidemment, les centres de vaccination. Alors, concernant les pharmaciens, la région Auvergne-Rhône-Alpes, vous l'avez dit, fait donc partie des territoires où l'on teste la vaccination dans les officines, un acte médical pour lequel les pharmaciens doivent bien évidemment être formés. Et au CHU Grenoble-Alpes, voyez le reportage de Charlotte Faulkner. Cela fait maintenant 2 ans que la région Auvergne-Rhône-Alpes peut expérimenter la promotion du vaccin contre la grippe par les pharmaciens. Le CHU de Grenoble-Alpes a ainsi développé une formation pour les étudiants en pharmacie au vu des chiffres de la couverture vaccinale en baisse depuis plusieurs années.
Une des raisons pour laquelle cette couverture vaccinale diminue, c'est la difficulté d'accès, c'est-à-dire que il faut prendre rendez-vous, aller chez le médecin, avoir une ordonnance, prendre le vaccin, retourner chez le médecin pour se faire vacciner, etc. Alors que le pharmacien est très facile d'accès et donc les autorités de santé ont estimé que c'était une des solutions. Les études en pharmacie sont un cursus en 6 ans. C'est au début de la 4e année que la formation commence en e-learning sur la partie théorique. En 5e année, les élèves vont débuter la mise en pratique sur des mannequins pour ensuite réaliser les vaccins sur des membres du personnel hospitalier. Je trouve ça forcément très valorisant pour le pharmacien. C'est une nouvelle responsabilité très intéressante et c'est un peu la suite logique de notre métier. Puisque pour le patient, déjà, se faire vacciner à l'officine, c'est vraiment plus rapide, plus arrangeant. La pharmacie est très accessible. Cette formation s'applique aussi aux pharmaciens en activité sur une période bien plus courte que pour les étudiants. Une formation basée sur le volontariat qui séduit les personnels de santé au vu du pourcentage de participation. Lors de la première année, alors que le temps était très court, puisqu'on parle d'une campagne vaccinale, donc grosso modo, il faut vacciner en octobre, novembre, décembre, il y a eu plus de 50% des pharmaciens l'an dernier d'Auvergne-Rhône-Alpes qui ont fait la formation, donc ont eu en plus la volonté de se former pour faire cet acte. Cette année, on serait à plus de 80%. Le but de cette formation, qu'elle soit pour les étudiants ou pour les pharmaciens en activité, est bien évidemment de pouvoir vacciner le plus de Français possible. L'année dernière, près de 100 000 personnes se sont fait vacciner contre la grippe sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, on l'a vu, vous nous l'avez dit, c'est une initiative très louable et visiblement, les pharmaciens se débrouillent bien. On va passer à une étape suivante. Comment le virus de la grippe se transmet-il si on n'a pas été vacciné ? Imaginons que vous ne soyez pas vacciné, ce qui serait, à mon avis, une grave erreur. Mais bon, non, la transmission du virus, c'est une transmission aérienne. C'est-à-dire que c'est un virus de l'arbre respiratoire et vous le transmettez en le projetant vers l'arbre respiratoire, façon de parler, l'arbre respiratoire de la personne que vous infectez. Donc les meilleurs vecteurs, c'est la toux, bien entendu, parce que ça projette assez loin les gouttelettes qui véhiculent le virus. Et puis, ma foi, si vous n'avez aucune protection, vous pouvez inspirer le virus. Et là, il est ravi et il infecte vos cellules respiratoires. Au bout de combien de temps? Quelle est la durée d'incubation? Alors, la durée d'incubation, c'est un problème essentiel parce que c'est la période où l'infectiosité, la transmission, est importante et les personnes n'ont pas de symptômes. Autant on se méfie de quelqu'un qui vous tousse sur le nez, comme on dit, mais autant on ne se méfie pas de quelqu'un qui n'a pas de symptômes. Et là, je dirais la période de contagion, en gros, on peut dire 5 jours. Alors justement, quels sont les symptômes? Quand on a les symptômes, on n'est plus contagieux. Si, bien sûr, vous l'êtes. Mais simplement, les personnes qui sont en face de vous se méfient de vous. Donc c'est plus simple de les éviter. Alors ces symptômes, on a dit la toux. La toux, les douleurs musculaires, et puis ce qu'on appelle les atteintes des conjonctives, c'est-à-dire le plus facile, c'est l'atteinte oculaire, c'est-à-dire les yeux rouges. Et puis des douleurs, les céphalées, les mal à la tête. C'est en gros plus une énorme fatigue. Ce sont les symptômes. Il ne faut pas oublier, le vrai problème de la grippe, c'est que c'est une atteinte pulmonaire, c'est-à-dire c'est une pneumonie. Et c'est la gravité de cette infection, c'est d'être une pneumonie. À partir de quel moment faut-il aller consulter le médecin? C'est difficile à dire. Faut-il d'ailleurs le consulter systématiquement? Oui, il faudrait, parce qu'au milieu d'une épidémie de grippe, il reste les maladies infectieuses tout à fait ordinaires, graves, mais qui se dissimulent au milieu de cette épidémie. Donc il faut faire un diagnostic précis. Mal à la tête et fièvre, je peux vous dire c'est une grippe, mais je peux aussi vous dire c'est une méningite. Et on ne parle pas de la même chose. Donc c'est vrai que moi je pense que vraiment une consultation auprès d'un médecin est importante, ne serait-ce que pour dire assez rapidement c'est une infection virale, éventuellement la grippe, très bien. Donc vous n'avez pas de symptômes de gravité, donc rentrez chez vous, mettez-vous au chaud, etc. Mais je crois sincèrement que l'avis d'un médecin est important pour démêler ce qui est bénin
et ce qui peut être potentiellement grave. En période d'épidémie, les services des urgences reçoivent également pas mal de patients grippés, comme à Grenoble. C'est compliqué de gérer tout ce public avec la contagion, C'est extrêmement compliqué, oui. C'est extrêmement compliqué. D'ailleurs, ça implique une surcharge, enfin ça entraîne une surcharge de l'activité au pavillon d'urgence qui n'est pas forcément simple à gérer et avec en plus, évidemment, des mesures d'isolement qu'il faut prendre pour éviter qu'un patient vienne contaminer tous les autres patients des urgences. Donc c'est vraiment quelque chose de très compliqué, avec une modification du système d'hospitalisation dans l'ensemble des services de l'hôpital qui est activé pour ce genre d'épisode. On en a parlé, le médecin peut poser le diagnostic, mais aujourd'hui, de nouvelles technologies permettent aussi de diagnostiquer la grippe. Le CHU Grenoble-Alpes dispose d'une machine ultra performante élaborée avec les laboratoires Roche basés à Mélan. C'est un reportage d'Olivier Escalon. Les épidémies de grippe ont un impact non négligeable sur la vie des urgences. Au CHU Grenoble-Alpes, elles représentent un tiers d'activité en plus, soit 210 entrées par jour contre 160 en temps normal. C'est aussi le risque de contagion accélérée et celui d'une surexposition des patients fragiles. Développé par le laboratoire Roche Diagnostics, le Cobas-Liat doit permettre de soulager les services médicaux. Cet automate, pas plus grand qu'une cafetière, fait appel à la biologie moléculaire pour diagnostiquer la grippe. Donc la biologie moléculaire, c'est la science qui finalement va permettre de rendre visible ce qui est invisible et notamment en fait le matériel génétique d'une bactérie ou d'un virus. C'est-à-dire qu'on va amplifier de manière exponentielle ce matériel génétique de manière à pouvoir le rendre détectable. Avec cette méthode, le dispositif est capable de dépister et de diagnostiquer la grippe en 20 minutes. Le service des urgences du Chuga est pilote en France sur son utilisation. Une étude a été menée durant l'hiver 2017-2018 avec le parti pris innovant de placer la machine dès l'accueil. Les infirmières étaient chargées de recevoir les patients, de prendre leur constante et en cas de symptômes grippaux, d'effectuer le prélèvement oropharyngé et de lancer le test immédiatement. L'objectif, c'est d'avoir un diagnostic fiable de la grippe dès l'accueil, ce qui va nous permettre d'avoir une meilleure efficacité des soins, c'est-à-dire que le patient, je vais pouvoir savoir s'il a la grippe ou pas, lui donner des antibiotiques ou pas, éventuellement lui mettre des traitements antiviraux. Ça va également limiter la réalisation d'autres examens qui deviennent du coup inutiles. Et enfin, on pense que ça va permettre de désengorger un peu le service des urgences. Les 11 jours d'expérimentation et les 200 patients testés ont permis de constater une réduction d'1 heure du temps moyen de séjour des personnes grippées, une réduction de 9% des prescriptions d'analyse de biologie médicale et une augmentation de la prescription d'antiviraux de 22%. Avec un coût de 50 000 € pour 2019, la question reste de savoir si les gains seront à la hauteur. On espère en fait qu'il y aura finalement un gain médico-économique. On diminue la durée de passage aux urgences, on diminue la réalisation d'examens complémentaires, les patients rentrent plus rapidement chez eux, donc des gains indirects financiers. Dès cet hiver au Chuga, 2 machines occuperont l'entrée des urgences adultes et une, celle des urgences pédiatriques. Le diagnostic est posé, quel est le traitement ? Alors le traitement, pour l'instant, ça repose sur un médicament antiviral qui est, on va dire, moyennement efficace, mais qui a quand même montré son efficacité dans la restriction d'extension des épidémies. Pour l'individu qui est grippé, il est efficace à condition d'être prescrit dans les 48 heures qui suivent le début des symptômes. D'où l'intérêt et l'importance d'une consultation rapide, parce que c'est le seul moyen d'avoir un traitement efficace. Au-delà, ce traitement ne sert plus à grand-chose. Les complications qu'on peut constater si le traitement n'est pas assez rapide? Alors, les complications de la grippe, donc une pneumonie virale. La complication la plus spectaculaire, c'est bien entendu une insuffisance respiratoire aiguë. Moi, quand j'ai commencé mon internat en réanimation, première nuit, c'était une exsanguinotransfusion pour une oxygénation extracorporelle d'un jeune homme de 25 ans qui faisait une grippe grave. C'est un souvenir important. Et ça, c'est l'extrême, bien entendu. Sinon, les complications, c'est des pneumonies alors, avec une infection bactérienne qui vient derrière. Ça peut être aussi des infections bactériennes ORL.
c'est-à-dire les otites et les sinusites qui peuvent compliquer une grippe. Et puis, sans parler des complications directes de la grippe, c'est l'aggravation d'une maladie déjà existante. C'est-à-dire que si vous amputez la capacité respiratoire d'un individu qui est déjà insuffisant respiratoire, il lui reste plus grand-chose, et c'est là où on a énormément de décès. Il a été montré par ailleurs que l'épidémie de grippe augmentait de 50% les décès par accident cardiaque au cours de l'épidémie, c'est-à-dire les infarctus, alors qu'on n'en voit pas forcément la relation immédiate. Eh bien, l'épidémie de grippe augmente de 50% les décès liés à ce type d'accident. Est-ce qu'on peut attraper 2 fois la grippe dans la même saison? C'est théoriquement pas impossible, c'est assez improbable. Alors, quel conseil pour ne pas l'attraper ou l'attraper de nouveau, la grippe? Alors, pour ne pas attraper la grippe, la meilleure chose à faire, c'est d'être vacciné. Je suis désolé d'être un peu... Faisais un sondage. Es-tu vacciné, Marie-Caroline? Non, mais je crois qu'on va y aller bien tout de suite. Est-ce que les traitements préventifs ou les propositions, booster votre immunité, tout ça, tout ça, ça booste beaucoup de choses, mais en tout cas pas l'immunité de celui qui les prend. Pas notre porte-monnaie? Non, ça ne booste pas votre porte-monnaie, c'est même l'effet inverse. Non, ça ne marche absolument pas. Il y a bien entendu des patients immunodéprimés qui font des grippes, mais ce n'est pas avec les propositions de cet ordre qu'on arrive à rectifier leur immunité. Non. La mesure préventive, alors c'est ce qu'on recommande dans les hôpitaux et c'est ce qui est adopté la plupart du temps, c'est dans les services à risque, c'est le port du masque systématique par le personnel soignant et les visiteurs des patients. On a parlé de grippe saisonnière, mais est-ce qu'on peut attraper la grippe pendant l'été? Mais bien entendu. Il suffit de se promener dans l'hémisphère sud et vous ramenez... Il y a une célèbre épidémie qui a été publiée dans les journaux scientifiques qui est assez emblématique. C'était une maison de retraite à côté d'Annecy où il y a eu, je crois me souvenir, 60 et quelques patients qui ont été grippés, aussi bien dans le personnel que chez les personnes âgées, avec une dizaine de morts. Et le virus avait été ramené en plein mois d'août. Cette épidémie était survenue au mois d'août à Annecy, avait été ramenée par la famille d'un membre du personnel. Cette famille était allée voyager dans l'hémisphère sud. Est-ce que l'an prochain, il faudra de nouveau se faire vacciner? Ce vaccin est-il un petit peu valable pour l'année prochaine? Il faut se vacciner tous les ans parce que, comme je vous l'ai dit, le virus change. Pas énormément dans sa composante B, mais dans sa composante A, il change très facilement. Et le virus sera nécessairement différent. On ne le connaît pas encore On ne le connaît pas encore. C'est une surprise. Merci beaucoup, Jean-Paul Stahl, pour toutes vos explications. Merci, Vincent. Merci, Marie-Caroline. On se retrouve très vite pour un nouveau check-up. En attendant, portez-vous bien. Check-up vous est présenté par l'agence santé de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Medialp, 20 points de vente dans la région, de vente et location de matériel de confort médical, vous a présenté Check-up.